Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Les brasseurs sont au taquet, les terrasses ont pu rouvrir il y a quelques jours, malgré une météo pas très favorable dans certaines régions. Les clients ont joué le jeu de retourner boire une bière en terrasse, même si parfois c'était sous un parapluie. Personnellement, je ne suis pas encore retourné en terrasse, mais j'ai une bonne excuse. Le jour J, j'étais dans une brasserie pour enregistrer un nouvel épisode du Podcapsuleur, celui que je vous présente aujourd'hui et qui se conclura à la toute fin par un joli petit bonus. Saison 4, épisode 9, Olivier Marais, brasserie de Mai à Carvin dans le Pas-de-Calais. La brasserie de Mai fêtera au mois d'août ses 3 ans d'existence, créée par Olivier Marais et son épouse durant l'été 2018. Cette brasserie est implantée à Carvin, petite ville du Pas-de-Calais, logée entre Lille et Lens et comptant 17 000 habitants. La brasserie est installée dans un ancien garage en face de l'hôtel de ville, dans l'hypercentre donc. Cet épisode a été enregistré le 19 mai, jour de la réouverture des terrasses. À la brasserie de Mai, c'était jour de brassage. Olivier et Julie nous accueillent. Bonjour à tous. Olivier Marais, bienvenue à la brasserie de Mai. La brasserie de Mai, c'est une brasserie, jeune brasserie encore, puisqu'elle a été créée en 2018, août 2018, à Carvin, dans les Hauts-de-France, à quelques kilomètres de Lille. Et c'est une histoire de couple, puisque à tes côtés, on a Julie, ton épouse, qui t'accompagne à la grande livraison. Exactement, donc la brasserie Mai, comme tu le disais, ouvert il y a bientôt 3 ans, en plein centre-ville de Carvin. Ça, on y tenait beaucoup, parce que la brasserie, c'est d'abord un lieu qui accueille du public, on tenait beaucoup à ça. Et c'est aussi, avant tout, une histoire de couple. Julie et moi, on se connaît depuis très très longtemps et on a travaillé très très longtemps aussi avant ensemble. On a travaillé 15 ans dans le social. On a eu envie de faire du social un peu autrement. La bière, c'est aussi finalement créer du lien. C'est aussi un peu comme notre métier d'avant, simplement on passe de l'autre côté du comptoir. Et ce qui est très important aussi, comme je l'évoquais juste à l'instant, c'est que cette brasserie installée en plein centre-ville de Carvin, c'est un lieu qui est ouvert. On a un bar, on a un restaurant. Bien sûr, le lieu de production est visible et est sur place. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était continuer à tous les jours accueillir des gens pour leur faire partager nos bières, qu'on puisse vivre cette passion de la bière à la source et ensemble. Pour nous, c'était ça qui était très important à la brasserie de Mai. Quand on est dans le social, comment est-ce qu'on devient brasseur ? En plus, vous y êtes resté 15 ans, c'est une petite tranche de vie déjà. Comment est-ce qu'un jour on se dit, tiens, si on quittait tout pour se lancer dans une autre aventure ? Comment est-ce qu'on a fait ? C'est-à-dire qu'Olivier brassait beaucoup à la maison. Ça prenait beaucoup de place. Et donc, petit à petit, l'idée de construire la brasserie, d'aller plus loin, en fait, dans cette passion de la bière et puis de faire des choses de plus en plus qualitatives. Olivier a eu envie de développer tout ça. Il s'est formé et puis on s'est dit, allez, on quitte notre vie d'avant et on se lance dans une nouvelle aventure qui est super chouette, cette aventure de la brasserie de Mai. On a un lieu qu'on aime énormément. On a des clients qui sont ultra sympathiques et c'est de la vie. C'est beaucoup de partage en plus. La légende raconte qu'autrefois, dans les Hauts-de-France, il y avait une brasserie par village. On est dans un peu plus qu'un village, mais il n'y avait pas de brasserie ici. Alors, il y avait plusieurs brasseries à Carvin. La dernière fermée dans les années 60. C'était la brasserie moderne de Carvin. Donc il y en a eu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que 4 brasseries à un moment donné, et dont 2 vraiment importantes qui avaient leur renommée en fait dans le coin. Alors nous, on n'est pas de Carvin, sinon on vient de Lille. Carvin, c'est marrant parce que c'est une ville dont on entendait parler, pas forcément bien, faut être tout à fait honnête. Et nous, on a découvert Carvin sur le tard et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose à faire ici. Et on est très heureux de s'être installé dans le secteur et pas sur la métropole lilloise. Il y a une histoire brassicole, il y a eu des brasseries dans le coin. Et réinstaller un outil de production à Carvin, en plein cœur du bassin minier, pour nous, ça avait vraiment du sens. En fait. On a des gens qui sont très intéressés justement par le faire, par le qualitatif, et qui, nos clients, quand la brasserie s'est installée, ils étaient très contents parce que c'est un lieu particulier. Et puis surtout aussi, ce que tu disais, la brasserie, c'est un lieu ouvert, mais ouvert aussi sur le lieu de production. C'est-à-dire qu'ils voient aussi quand Olivier est en train de brasser, quand il est en train d'embouteiller, il voit toute la difficulté du métier. Et alors des fois, ils sont assis en train de boire une bière et ils le regardent, ils disent « Ah ouais, quand même ». Donc ça prend aussi du sens. Quand ils prennent leur bière, ils voient qu'ils
des fois, c'est un métier physique, quoi. Alors on est effectivement dans le bassin minier. Autrefois, il y avait des mines autour, on extrayait le charbon. Et déjà à l'époque, le bar, l'estaminet avait un lieu central dans la vie des mineurs. C'était déjà un lieu social où on se retrouvait après la journée de travail. Oui, l'histoire des estaminets, l'histoire des cafés dans le Pas-de-Calais, mais dans la région Hauts-de-France en général, n'est plus à expliquer. Effectivement, c'est absolument central, c'est un point de vie central. Et la brasserie de Mai, on a voulu aussi reconstituer cette chose-là. La brasserie, on n'est pas un lieu branché, on n'est pas un lieu machin, on est un lieu où tout le monde vient. C'est assez rigolo parce qu'on a un public qui est totalement hétérogène, du petit gamin qui découvre la bière jusqu'au papy qui a connu justement les anciennes brasseries de Carvin. C'est tout public, et pour nous c'est ça l'essence de la bière. C'est un truc que je dis souvent. On compare souvent nous la bière à la musique parce qu'on trouve qu'il y a plein de passerelles, et on veut que la bière, comme la musique, reste quelque chose de totalement populaire et surtout pas quelque chose qui deviendrait élitiste, réservé à une clientèle avertie. Non, la bière, c'est pour tout le monde, et on peut apprendre à mieux la connaître, à mieux l'appréhender, mais ça doit toujours rester quelque chose de populaire dans le sens noble du terme, si on peut dire ça comme ça. Ouais, alors je regarde toujours ça se voit pas, là, mais ça s'entend peut-être à l'écoute, je suis toujours les yeux rivés sur mon chrono parce que, encore une fois, on est en plein brassin. Il me reste exactement 35 secondes avant que je ne vous quitte. On va poursuivre avec Julie. Olivier disait, c'est comme la musique, c'est social. La musique, c'est aussi un peu la marque de fabrique de la brasserie de Mai, parce qu'on vous voit régulièrement sur les réseaux sociaux, enfiler le déguisement ou pas. Olivier prend sa guitare et vous poussez la chansonnette. Une bière, une chanson, comment ça marche ? Tout à fait, une bière, une chanson. Et vraiment, on y tient, et je pense que nos clients y tiennent peut-être même encore plus que nous. Oui, en fait, à chaque fois qu'Olivier crée une bière, c'est ce qu'il disait, en fait, le parallèle entre la bière et la musique, c'est la création. Donc quand il crée une bière, il y a une ambiance qu'on a envie de donner. Et cette ambiance, on la redonne en fait dans les soirées de lancement avec une thématique, avec justement cette ambiance. Et donc alors surtout Olivier pousse la chansonnette, prend l'accordéon ou la guitare. Moi j'accompagne, mais en tout cas c'est toujours un plaisir. Et surtout quand on fait ces vidéos, on sait, et ce qu'on a envie c'est aussi de donner justement encore une fois autre chose par la bière. Voilà, nos vidéos, elles ont été des fois très très... quand on prend la vidéo de la farandole où les verres se cassent, c'est vraiment dans l'ambiance fête. Après, quand on a eu le premier confinement, on avait aussi envie de partager des choses avec nos clients, donc c'était une autre ambiance. Et donc la musique et la bière, justement, nos bières Nuages, Petite Fleur et Caravane, c'est le jazz. Sidney Bechet, Django Reinhardt, Duke Ellington. On a vraiment envie de partager ça. Et si on repart sur le bassin minier, les CAFU, c'était les femmes qui triaient le charbon dans le bassin minier. Et on a aussi la Molette, qui est notre dernière éphémère, qui est devenue notre permanente. Donc voilà, toujours ce lien, en fait, quand il y a de la création, il y a toujours un fil conducteur. C'est important pour nous. Le fil conducteur, finalement, il peut se résumer de manière très très simple, c'est le plaisir. Ouais. Nous, on a fait autre chose avant, on a pris beaucoup de plaisir dans nos anciens métiers, mais le maître mot à la brasserie, c'est se faire plaisir à nos clients, évidemment, et tout ça sans se prendre trop au sérieux. Fabriquer de la bière, tout ça, c'est très sérieux, effectivement, mais tout ça, c'est que de la bière, hein, restons cool. Il faut se faire plaisir, surtout par les temps qui courent où tout est un petit peu... on est un peu déprimé, on a suffisamment de choses qui nous tombent sur la tête en ce moment avec le Covid, etc. Voilà, ce qu'on veut, nous, c'est... faisons-nous plaisir et sans trop se prendre au sérieux. Pour composer, il faut, comme pour brasser, avoir de l'inspiration. Et c'est aussi une autre part de la créativité du brasseur. Moi, ce que j'aime, en fait, dans ce métier de brasseur, c'est qu'il regroupe tout ce qui me passionne dans la vie, tout ce qui me fait vibrer. C'est-à-dire que c'est un métier qui est à la fois très technique, scientifique, c'est une petite alchimie, on fait beaucoup de chimie, on fait tout ça. Voilà, scientifique, technique, physique, parce que ici il n'y a rien d'automatisé, hein, les sacs, les machins, la drèche, faut les porter. Et la dernière chose qui est notre moteur aussi à Julie et à moi, c'est cette fameuse créativité. Et effectivement, écrire une chanson,
créer une recette de bière ou que sais-je encore. Tout ça, c'est le même ressort. Et nous, c'est ce qui nous fait avancer. On n'aurait pas cette créativité, on ne ferait pas ces nouvelles recettes tous les 2 mois. Je pense qu'on finirait par s'emmerder sérieusement. On ne pourrait pas brasser toujours la même chose, on ne pourrait pas faire tout le temps la même chose. Voilà, mais je pense que c'est vrai dans tous les métiers et pour tout le monde. Pour continuer à aimer ce qu'on fait, il faut continuer à s'inventer, à se réinventer. J'aime pas trop se réinventer en ce moment, c'est un terme qui a été galvaudé un petit peu, on doit tous se réinventer. Mais en tout cas, voilà, continuer à avoir de la créativité, du plaisir dans la créativité, enfin voilà quoi, s'amuser. Et cette notion de partage, parce que justement quand tu crées, c'est justement pour partager avec l'autre. Et ça c'est important. Et quand à la brasserie, il y a une nouvelle bière qui sort, c'est partager une nouvelle bière, partager une nouvelle expérience. Et quand on a la chance de pouvoir aussi faire nos soirées de lancement, et partager ce moment de fête, de bonheur ensemble, de joie collective aussi, parce que quand il y a les soirées de lancement à la brasserie, c'est quelque chose, quoi. Voilà, on dit souvent, la bière, c'est la convivialité, la bière, c'est le partage. Bon, ok, très bien, mais il faut le faire vivre après, ça. Il suffit pas de le décréter. Il faut aussi le faire vivre, et c'est ce que, modestement, on essaie de faire vivre à la brasserie, comme disait Julie, avec les soirées de lancement, avec des concerts, avec des pièces de théâtre qu'on a accueillies, etc. Enfin, voilà. Des fois, ce qu'on se dit souvent, c'est que finalement, quand on réfléchit à tout ça, la bière, finalement, c'est qu'un prétexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la bière, mais je crois que le métier qu'on fait, on pourrait quasiment le faire de la même manière avec autre chose que de la bière. Nous, on a choisi la bière parce que c'est ce qu'on aime d'abord, et c'est ce qu'on sait faire aussi. Mais finalement, la bière est un prétexte à se rencontrer et à partager. Tu serais pas en train de parler du tiers médiateur comme dans le social ? Merde. On ne change pas totalement. En tout cas, cette convivialité, elle peut s'exprimer ici, puisque vous êtes installé en plein centre-ville de Carvin, dans un ancien garage. On a d'ailleurs le toit lumineux ouvert sur l'extérieur qui donne beaucoup de lumière à cet endroit. Alors, malheureusement, aujourd'hui, c'est le 19 mai, c'est la réouverture des terrasses, mais vous n'êtes pas terrasse. Il aurait fallu retirer quelques tuiles pour qu'il puisse pleuvoir à l'intérieur pour pouvoir ouvrir, mais vous attendrez un moment plus propice. Mais en tout cas, il y a ce lieu de convivialité qui est quand même assez immense et peut-être unique à Carvin. Ce lieu, c'est un lieu vraiment formidable et à plus d'un titre. D'abord, c'est un lieu qui a une histoire. Et ça, c'est pas rien. C'était le garage du centre pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, c'est un lieu que les Carvinois connaissent. C'est un lieu qui est chargé d'histoire. Et c'est pas rien quand un client vient nous voir le matin en nous disant, vous savez, moi, j'ai acheté ma première voiture ici. Vous savez, mon grand-père faisait réparer la sienne ici. Et tout de suite, ça crée, encore une fois, ce dont on parlait à l'instant, ce lien. Si on avait sorti un bâtiment de terre, alors il aurait été peut-être plus efficace, c'est-à-dire que mieux isolé, mieux ceci, mieux cela, mais on n'aurait pas eu cette histoire. Et donc, c'est un lieu qui est formidable de par l'histoire qui a été... de par son histoire. Et nous, aujourd'hui, on est fiers de pouvoir reconstruire cette histoire du bâtiment. On a eu la chance de rencontrer les derniers propriétaires du garage du centre et on était très émus de les rencontrer parce que en fait, ce qu'ils nous ont dit finalement, c'est vous perpétuez la tradition du lieu, vous avez recréé de la vie dans ce bâtiment. Et on était tous émus de se retrouver. Et finalement, il y a une espèce de passage de relais comme ça. Voilà. C'est un lieu qui est plein d'histoire. Et puis, c'est un lieu aussi qui est unique. Un lieu de cette superficie-là en centre-ville, juste, ça n'existe plus. Il n'y a plus ces surfaces-là en centre-ville. Tout a été remplacé par des petites surfaces commerciales de 30, 40, 50, 80 mètres carrés dans le meilleur des cas. Donc, avoir cette surface-là en plein centre-ville, c'était inespéré. Et voilà. Et donc, on a la chance de pouvoir occuper ce lieu en plein centre-ville. Nous sommes dans la salle de brassage. Il nous reste 6 minutes avant la prochaine étape de ton brassin en cours. Alors, on en est où, là, Olivier ? Là, on est en fait au moment du repos. On a fini l'empâtage tout à l'heure et donc là, on laisse reposer en fait la mèche pendant à peu près une demi-heure, histoire que la drèche tombe bien au fond et qu'on ait un joli gâteau de drèche pour commencer la filtration. Donc voilà. Donc là, d'ici une dizaine de minutes, on va commencer la filtration. On est en train de brasser de la petite fleur aujourd'hui. Voilà. Parle-nous de ton outil de production. Tu brasses sur 5 hectos ? Alors, on brasse effectivement sur une brasserie Paul C en 5 hectos. Alors, 5 hectos finis. Donc, on a des cuves de 670 litres à peu près. On a fait le choix ici à la brasserie de travailler en monopalier avec une chauffe directe au gaz.
Voilà, donc on a trois cuves, pour le brassage, une cuve d'empâtage, une cuve d'eau pour le rinçage de la drèche et une cuve d'ébullition. Voilà, on fait pas mal de double brassin puisqu'on a des fermenteurs de 12 hectos, donc on les remplit en 2 fois. C'est un peu plus de travail, mais ça marche pas mal. Voilà. On brasse en 5 hectos, on a 6 fermenteurs, donc 3 12 hectos et 3 625, donc ça nous donne une capacité de fermentation à l'instant T à peu près de 45 hectos finis, pour une production de 400 hectos annuels sur l'an dernier. Donc voilà, c'est une petite brasserie, on fermente en atmo évidemment, donc refermentation en bouteille après. On a de quoi s'amuser un petit peu, mais ça reste assez classique. Rien n'est automatisé. J'ai réfléchi, mais non, pas grand-chose, à part la thermorégulation des cuves, rien n'est automatisé. Donc ça permet de garder la main sur le process, et puis ça permet aussi de s'amuser, de se faire les bras. Qu'est-ce que ça a donné cette année 2020, début 2021, avec la situation sanitaire? Est-ce que tu as dû réduire un peu la voilure? Alors c'est compliqué parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, la brasserie, on a cette particularité d'avoir un bar et un restaurant dans la brasserie, donc on fait 70% de nos ventes sur place à la brasserie. Les 30% restants, c'est du café, restaurant, épicerie fine, etc. Donc on s'est retrouvé depuis quelques mois avec, pour ainsi dire, plus que la vente à emporter qui nous reste. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'a quasiment pas baissé nos volumes. Simplement, la ventilation est différente. On a fait 0 fût depuis 7 mois, c'est le seul truc. Et on produit plus de bouteilles qu'on en produisait en 2019 du coup. Voilà, c'est assez bizarre, mais voilà. Donc l'année 2020... On a tellement bossé, tellement fait ce qu'il fallait que finalement on a la chance de s'en sortir plutôt pas trop mal. Et 2021, on verra. Là, la fermeture du bar et du resto depuis 7 mois se fait très lourdement ressentir. Le début d'année a été compliqué, on va dire ça comme ça. Là, on a bon espoir qu'à partir du 9 juin, donc la date où on va pouvoir ouvrir, tout va aller un peu mieux. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que tout ça va tenir et qu'on ne sera pas obligé de refermer à l'automne. C'est la crainte de tous les professionnels du secteur. Mais voilà, on verra. Dans tous les cas, on est d'un naturel très optimiste, donc tout va bien se passer. Et alors aujourd'hui, 19 mai, tu as des clients qui ont réouvert et qui sont repartis avec tes fûts? On a quelques clients qui ont rouvert, mais en mode dégradé, comme on dit, c'est-à-dire avec des terrasses à jauge réduite, etc. Donc on a eu quelques commandes de fûts, mais c'est pas encore... voilà. Surtout de la bouteille en fait. Et on a quelques clients aussi, restaurateurs qui rouvrent, mais qui avaient encore des stocks de fûts, donc ils sont débrouillés comme ça. Nous, comme on n'a pas produit de fûts depuis 7 mois, c'est pas bien, mais on s'est gardé les fûts un petit peu pour nous et pour la réouverture le 9 juin. Et là, on a repris la production des fûts que la semaine dernière. Donc là, on est en train de mettre un gros coup de collier là pour avoir le stock qu'il faut pour cet été, pour nos clients et puis pour notre bar encore une fois. Qu'est-ce qu'on a en ce moment là dans les cuves? Alors là en ce moment on a de la petite fleur, donc là c'est un double brassin qui sera justement destiné uniquement au fût. Derrière on a de la caravane. Donc la petite fleur c'est notre blonde brassée avec une seule orge, deux houblons. C'est une bière on a eu la chance d'avoir une médaille d'or avec cette bière là l'an dernier. Au concours international de Lyon. Derrière, on a de la caravane, notre blonde triple, une bière brassée avec de l'orge et de l'épeautre. Et 3 houblons différents. Puis là, toute la semaine, on brasse. Donc demain, on fait quoi? D'abord, on fait de la caravane. Demain, après-demain, on fait de la caffu, notre bière ambrée. Enfin, voilà. Là, on est en train de brasser la gamme. Cette semaine, il n'y a pas de brassin éphémère. On brasse la gamme permanente pour avoir justement du stock de fût, puisque là, tout ça, c'est destiné à faire du fût. Parle-nous de tes matières premières. Tu nous parlais du malt et des houblons de la petite fleur, mais comment est-ce que tu t'approvisionnes? On essaie de s'approvisionner, comme tout le monde, de manière la plus locale possible. Là-dessus, moi, j'ai pas trop de tabou. C'est-à-dire que si mon fournisseur il se trouve en Belgique, j'irai le chercher là-bas, même si, voilà. Le jus de Carvin, c'est local, la Belgique. Non, mais voilà, c'est là où je voulais en venir, en fait.
Après, l'idée, ce serait vraiment à terme de pouvoir relocaliser vraiment au plus proche les approvisionnements en malt et j'ai envie de dire surtout en houblon parce que je pense que là-dessus il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Enfin, voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on travaille, des choses sur lesquelles on a envie d'aller plus loin, même si encore une fois on essaie de faire au mieux avec ce qu'on peut trouver au plus proche, quoi. Tu utilises combien de variétés d'orge ou de céréales en tout cas et de houblon? Alors en houblon, on utilise 5 variétés différentes. Et en malt, alors là c'est une bonne question. On utilise beaucoup de variétés de malt d'orge différents, mais on utilise aussi du seigle, on utilise aussi de l'épeautre, on utilise du blé forcément. Voilà. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Julie. Oui, alors on va commencer par la Nuage, la bière de Froment. Donc on est sur une bière à 5,8. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir. Alors ce que j'aime chez la Nuage, c'est une belle mousse, assez généreuse. Elle a quand même un petit côté trouble. Voilà. Donc on est sur une bière blonde. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que quand on la sert en pression avec la petite fleur, elles ont quasiment la même robe. Mais ce qui est intéressant avec la Nuage, c'est le côté en fait que va apporter le Froment, quelque chose de très très doux au niveau du palais. C'est une bière qu'on apprécie vraiment quand il fait bien chaud et qui se déguste tout seul parce qu'elle n'est pas très forte en plus. En fait, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la Nuage, c'est une bière qui ne devrait pas exister. Voilà. Alors pourquoi elle ne devrait pas exister? Parce qu'en fait c'est une bière de blé, donc c'est une bière blanche. Et vous savez, on est toujours tous plein d'a priori sur le style de bière, etc. Et puis moi aussi j'étais très bête à l'époque encore quand on a fait les recettes. Et puis moi quand on me parlait de blanche, je dis non, le blanche, je me pose ça, je n'ai pas envie d'embrasser. Voilà. Et je me trompais totalement, puisqu'en fait qu'est-ce que c'est une bière blanche finalement? C'est juste une bière de blé. Et donc la Nuage, c'est ça. Et donc j'en ai brassé une, mais à ma manière. Donc c'est une bière blanche, mais il n'y a pas de coriandre, il n'y a pas d'écorce d'agrumes, il n'y a pas tout ça, dont on n'est pas très fan, nous, ici à la brasserie. Et donc la Nuage, son nom, ça vient du morceau de Django Reinhardt. Et ce qu'on a voulu traduire dans cette bière, c'est vraiment ça, l'esprit du nuage. Quelque chose de très léger, avec une mousse qui tient bien, quelque chose de très frais. On est vraiment porté sur le froment, avec la légère pointe d'acidité du froment. Voilà, on est sur une bière, ce que j'appelle une bière de terrasse, sans que ce soit du tout péjoratif, quoi. C'est-à-dire la bière qu'on va pouvoir boire tranquillement, posée, en fin de journée, quand il fait chaud. Voilà. Après, vous dire ce qu'il y a dedans, nous, c'est un exercice qu'on n'aime pas trop avec Julie, dire voilà, moi je ressens telle note de machin, telle note de truc. Il y a des gens qui le font d'abord beaucoup mieux que nous. Et surtout, ce qu'on n'aime pas, c'est que, outre le fait qu'on soit très mauvais pour ça, c'est surtout le fait que, à chaque fois qu'on donne un goût, finalement, ou une saveur, on enferme un peu le public dans ce truc-là. Si je vous dis, vous voyez, elle a un goût de, je sais pas moi, d'agrumes, de machin, de pamplemousse. Vous allez la goûter, vous allez le chercher. Mais pour vous, ce sera peut-être pas du pamplemousse, ce sera peut-être, j'en sais rien moi, autre chose. Voilà, donc nous, nos bières, on fait les recettes en fonction des ambiances qu'on veut donner. Voilà, cette bière-là, c'est une bière à boire en fin d'après-midi, en terrasse, sous le soleil, avec son amoureuse. Deuxième dégustation. Donc on est sur la petite fleur. La petite fleur, c'est une ébéchette. Donc la petite fleur, on est sur une blonde avec un seul malt. Beaucoup de houblon, mais sur le côté aromatique. En fait, l'idée, c'était d'avoir une bière avec un profil un peu herbacé, une bière blonde légère, mais qui a du peps, en fait. Une bière qui va apporter quelque chose du tonus. Hein. On a un retour de client qui dit, voilà, c'est une petite blonde, je m'attendais à une petite blonde classique. Et en fait, j'ai été assez étonnée parce qu'elle a quelque chose. Donc voilà, donc on est sur une blonde. Au niveau des arômes en bouche, en fait, c'est une bière qui va... quand on dit du peps, c'est ça, parce qu'on démarre tout doucement et après, en fait, on a le houblon qui va arriver. Olivier, justement, la petite fleur qu'on est en train de déguster, c'est aussi celle que tu es en train de brasser aujourd'hui? C'est celle que je suis en train de brasser. Alors, la petite fleur, au niveau du brassage, c'est assez rigolo parce que c'est la bière, la recette, c'est la plus simple de la brasserie. Mais c'est celle qui nous a pris le plus de temps à réaliser. Voilà, c'est toujours très compliqué de simplifier au maximum les choses. On voulait vraiment simplifier cette recette, parce qu'on a tendance, quand on démarre le brassage, à vouloir foutre plein de trucs dedans. Et en fait,
Moi, je voulais aller dans l'autre sens, c'est-à-dire épurer au maximum la recette. Et finalement, au final, c'est une recette très simple. Au niveau des ingrédients, il y a un seul malt d'orge, c'est du 2RP. Et maintenant, il n'y a même plus qu'un seul houblon. Au tout début de la recette, il y avait encore plusieurs houblons. Et là, voilà, on a affiné encore. Il n'y a plus qu'un seul houblon. La seule particularité, finalement, c'est qu'on fait sur cette recette-là un houblage de premier jus. C'est-à-dire qu'on met le houblon, on met un tiers du versement de houblon directement pendant la filtration entre l'empâtage et la cuve d'ébullition. Voilà, ce qui va permettre d'apporter cette amertume très douce. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de houblons, comme disait tout à l'heure, Julie, c'est l'une de nos bières la plus houblonnée, mais on ne travaille pas du tout sur l'amertume, on travaille vraiment sur le côté aromatique et floral des houblons. Là, on va déguster la Nina, dernière bière éphémère de la brasserie. Alors la Nina, en fait, on avait envie de travailler avec une bière, on a parlé de la petite fleur qui avait beaucoup de houblon, mais qui n'avait pas forcément d'amertume. La Nina, on a essayé de travailler un petit peu plus l'amertume. Parce qu'en fait, on aime bien ça quand même. On aime bien en fait une amertume où il n'y a pas d'anesthésie du palais, par contre, pour moi. Ça, c'est important. Donc, moi, ce que j'aime bien dans la Nina, c'est qu'elle a justement aussi un petit peu comme la nuage, ce petit côté levure. Et elle a aussi du peps, un profil aromatique qui est assez intéressant. C'est quelque chose d'assez aromatique. Et après, on va sentir tout doucement en fait l'amertume, mais qui va être assez présente. Voilà, on va la déguster. Donc ce que je disais, ça arrive tout doucement après sur le palais. Et donc là-dessus, Olivier a travaillé il a mis aussi de l'épeautre. Alors l'épeautre, on le retrouve dans la caravane qu'on dégustera après. Et donc au niveau du houblonnage, monsieur le brasseur va nous dire un petit peu plus, parce que ça c'est vraiment sa spécialité. Donc au niveau des houblons de la Nina, on a du Alerto, on a du Galena et on a un soupçon de Cachemire. Cachemire qui va apporter justement ces petites notes, ce petit côté exotique aussi. Et au niveau du profil aromatique, ça apporte quelque chose de sympathique. On aime bien un peu les bières un petit peu sèches et on est sur une bière effectivement qui serait sympa en terrasse aujourd'hui ce 19 mai, au soleil. Une bière éphémère, donc le rythme de la brasserie, c'est une nouvelle bière éphémère tous les 2 mois. Tous les 2 mois environ, oui, tout à fait. Comme ça permet de donner de la nouveauté, de donner du peps et puis qu'Olivier se fasse plaisir aussi dans la création et puis dans les ambiances qu'on veut donner à notre brasserie. 4e dégustation. On va déguster la Caffu. Alors je sais, pour la petite histoire, moi j'étais pas forcément au départ très intéressée par les bières ambrées. J'étais aussi pleine de préjugés. Et donc, Olivier a brassé la Caffu. Et en fait, j'aime beaucoup la Caffu parce qu'on est sur une bière qui a du corps, justement. C'est une bière qui a du goût, c'est une bière gourmande. J'adore cuisiner avec la Caffu en plus. Parce qu'à la brasserie, comme on a la partie restauration, j'essaie aussi à chaque fois, dès que je peux, de mettre nos bières dans la restauration. Donc la petite fleur qu'on a dégustée tout à l'heure, je la mets, c'est pas bien, je la mets dans la tartiflette, la tartine tartiflette. La petite fleur, j'ai fait aussi de la soupe de verveine à la pêche et à la petite fleur. Et la Caffu, forcément la Caffu dans la carbonade flamande, ça apporte un côté hyper gourmand et elle passe très très bien. Elle passe aussi très bien avec une marmelade d'orange et du pain d'épices. Donc la Caffu. La Caffu, on a une robe qui est assez foncée, elle a une belle robe rubis, un peu plus foncée qu'une ambrée classique. Et c'est une bière qui est vraiment, les mâles sont bien présents, on a une bière un peu charpentée. Elle fait 8 degrés, on a une mousse qui est plutôt très légère au niveau... et une pétillance très fine aussi sur la Caffu. C'est quelque chose qui a été recherché. Donc voilà, au niveau de la dégustation. Et puis elle a ce petit côté candy caramel que je trouve assez sympathique. Et donc c'est pour ça qu'elle passe super bien. Et de la joue de porc à la Caffu, excellent. Pour terminer cette séance de dégustation, 5e et dernière bière, la Molette. Donc la Molette, pour la petite histoire, c'était une bière éphémère au départ. C'est une bière qu'Olivier a brassée. En fait, on n'avait pas de bière noire dans la gamme. Et moi, j'avais très très envie d'en avoir une, parce que j'aime ça vraiment. Et puis aussi, nos clients, il y avait une grosse demande. Donc il a dit, ok, on va faire une bière éphémère. Elle est sortie le jour du premier confinement. Donc pas de soirée de lancement. En plus, on est sur une bière noire à 9,5. Donc on s'est dit, on va pas faire une soirée de lancement. Ça va piquer un petit peu, donc on s'était dit un après-midi, gaufre, tout ça, et que ça passerait très bien avec la Molette. Le premier confinement est arrivé, donc, et on l'avait brassé mis en bouteille que sur des 33.
Et donc après, le confinement est arrivé, donc on a beaucoup de clients qui n'avaient pas pu la goûter, donc on l'a rebrassée. Et à la demande générale, en fait, la Molette est devenue une bière permanente de la brasserie. Donc on est sur une bière noire à 9,5. Alors on a une couleur assez bien foncée. Et notre petite Molette, elle développe une mousse assez généreuse. Au nez, on a quelque chose d'assez fort quand même au nez. Et au niveau du goût, je vais la tester. Alors ce que je disais, c'est que... Alors c'est ce qu'on n'aime pas faire, parce que des fois on va donner des goûts. Moi ce que j'aime dans la Molette, c'est que des fois, pas tout le temps, je vais sentir le petit côté café froid. Mais c'est pas tout le temps, ce que je disais. Et en fait c'est une bière que j'apprécie énormément. On l'a goûtée aussi avec des huîtres et ça passe très très bien. On est sur une bière qu'on va déguster, on va prendre le temps de la boire. Parce qu'en fait elle est pas alcooleuse et quand on la déguste, on se dit pas elle fait 9,5. Mais au milieu de verre, on commence à sentir un petit peu les 9,5. Voilà pour la petite dégustation de la Molette. Alors la question joker, c'est pourquoi brasserie de mai alors qu'elle a été créée en août? Alors elle devait d'abord ouvrir au mois de mai, la brasserie de mai. Mais voilà, les travaux font qu'on n'est jamais sûr à 100%. Alors pourquoi brasserie de mai? Alors plusieurs versions, courte, longue, vraie, fausse. En fait la brasserie de mai elle nous reflète aussi parce que c'est une histoire de couple. Et c'était aussi un renouveau professionnel complètement. Et le mois de mai, c'est justement le printemps, les fleurs qui revivent, c'est une nouvelle saison qui démarre. Donc au niveau de notre travail de professionnel, ça a changé totalement. Et puis c'est aussi le mois de notre rencontre avec Olivier. Donc voilà, il y a un peu de tout ça. Il y a du renouveau professionnel, du renouveau de couple. Et voilà, la brasserie de mai, c'est nous. Merci à Olivier Marais et à son épouse Julie pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Dès aujourd'hui, vous pouvez découvrir la brasserie de mai en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Merci aux fidèles du Podcapsuleur qui chaque mois soutiennent le podcast. Les autres, bienvenue sur Tipeee. Et puis partagez cet épisode sur les réseaux sociaux et pas seulement liker, c'est aussi une forme de soutien, même si elle ne fait pas bouillir la marmite, on est d'accord. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Profitez bien des retrouvailles en terrasse. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer. Et comme je vous le disais en début d'épisode, voici un petit bonus, la chanson d'Olivier Marais pour accompagner la sortie de sa nouvelle bière, la Nina. C'est la Nina qu'il nous faut. Et la Nina, Alors, la Nina, 493e prise. c'est la Nina qu'il nous faut. Et la Nina, c'est pas de l'eau. C'est la Nina qu'il nous faut. Et la Nina, c'est pas de l'eau. C'est la Nina qui est dans nos verres. Quand on a tout bu, on se resserre. C'est la Nina que l'on préfère. Allons les amis, levons nos verres. C'est la Nina qu'il nous faut. Et la Nina, c'est pas de l'eau. C'est la Nina qu'il nous faut. Et la Nina, c'est pas de l'eau. C'est la Nina que l'on aimerait boire en terrasse à la brasserie de mai. Bah non, c'est vrai, j'ai oublié. C'est pas une terrasse à ce qui paraît. C'est la Nina qu'il nous faut. Et la Nina, c'est pas de l'eau. C'est la Nina qu'il nous faut. Et la Nina, c'est pas de l'eau.
c'est la Nina que l'on va voir, avec les copains qu'on va revoir. Assis en terrasse, on sera bien, mais seulement à partir du 9 juin.